Je vous propose un cours élémentaire de sexocytologie à l'usage des praticiens qui veulent s'initier à cette discipline nouvelle. Nouvelle parce que déjà elle réunit deux domaines qui ne sont pas spécialement liés d'habitude, encore que quand on parle de cycle et de sexe, on pense évidemment au cycle de la menstruation qui serait lié à la Lune, mais en dehors de cela, on ne va pas beaucoup plus loin. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cycle de Saturne, et non pas le cycle de la Lune. Et ces deux cycles ont beaucoup de points communs, puisqu'ils ont les mêmes chiffres, en quelque sorte. Sauf que dans un cas, on parle de jours, dans l'autre cas, on parle d'années. Mais même dans la Bible, il est marqué 40 jours valent 40 années. Je crois que c'est dans Ézéchiel, et puis aussi, je crois, dans l'Exode. Et donc, euh, un cycle de 28 jours, un cycle de 28 ans, vous les divisez en 4, vous avez des structures de 7 jours et de 7 ans. Donc nous sommes à la base du cycle de 7 ans, si ce n'est que ce cycle de 7 ans, à la différence de ce qu'on dit souvent sur le cycle de 7 ans, n'est pas un cycle individuel, n'est pas un cycle existentiel qui commencerait à la naissance et on aurait des échéances à 7 ans, 14 ans, 21 ans, etc. Ce n'est pas du tout ça. Ce cycle de 7 ans est un cycle mondial, un cycle collectif. Et donc il n'est absolument pas lié en quoi que ce soit au moment de la naissance de quelqu'un en particulier. Il est lié à la naissance de personne en vérité. Donc il faut l'attraper comme on attrape un train en marche. On est à un moment donné, et à ce moment-là, le cycle peut avoir commencé depuis 4 ans, 3 ans, 5 ans, peut être dans une phase A, une phase B, enfin, tout peut arriver au moment de la naissance. En revanche, au bout d'un certain moment, on va se caler sur le cycle de 7 ans de tout le monde, et on va recommencer un nouveau cycle. Bon, de toute façon, ça ne peut pas être très tardif. Au plus tard, ce sera au bout de 7 ans, si on est né juste à la fin de ça. Bon. Donc, on est dans le cycle de 7 ans de tout le monde passe par là, au même moment, pas au même moment, je dis pas au même âge, au même moment, c'est-à-dire c'est contemporain à tout le monde. Donc ça n'a rien à voir avec le retour de telle planète à la position natale, comme le disent les astrologues. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans le natal du tout. Bon. Maintenant, ce cycle de 7 ans, il se calcule comment? Parce que vous allez me demander, mais alors justement, il se calcule, c'est justement toute la différence. Il se calcule, c'est pas comme le Shabbat qui ne se calcule pas. Vous allez me dire, mais si, il se calcule. Mais non, il ne se calcule pas. On va calculer à quelle heure il commence. On ne va pas calculer quel jour il commence. Donc c'est une plaisanterie. Pourquoi ce jour-là? Parce que c'est un vendredi. Mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est un vendredi? Qu'est-ce qui vous prouve que depuis des millénaires, on a toujours gardé ce rythme de 7 jours, 7 jours, 7 jours pendant des siècles, des siècles et des siècles? Vous n'en savez rien. Pourquoi vous n'en savez rien? Parce que une tradition doit être ancrée sur des phénomènes objectifs et récurrents. Et là, la récurrence, elle est ton avis, puisqu'elle est fondée sur rien. Elle est fondée sur une tradition, une habitude de faire les choses tel jour. Habitude, d'ailleurs, entre parenthèses, qui est commune avec les chrétiens. Parce que ce qui est assez curieux, c'est qu'on n'a pas le même calendrier que les chrétiens, par les juifs, mais en revanche, on a la même semaine. C'est un mystère, c'est un miracle. Qu'est-ce qui le prouve? Pourquoi? Est-ce que nous, les Hébreux, les Juifs, on a le début du mois qui coïncide avec le début du mois des chrétiens? Pas du tout. Et pourtant, nous, on sait comment on le calcule. On le calcule d'après la conjonction Soleil-Lune. Mais eux, ils le calculent d'après quoi? Ils le calculent, le début d'un mois, c'est calculé d'après sur quelle base? Vous savez qu'il y a eu une réforme grégorienne, qu'on a changé, on a sauté 10 jours en 1582, etc. On est passé comme ça tout du jour au lendemain, je sais pas, du 10 au 22 du mois, etc. Bon, tout ça montre bien que ça bouge beaucoup et que c'est pas très stable.
Donc là, nous sommes dans un domaine beaucoup plus sérieux, à savoir que nous étayons notre calendrier sur des bases astronomiques bien précises et claires. C'est-à-dire qu'on peut les calculer, et non seulement on peut les calculer, mais on peut regarder dans le ciel ce qui s'y passe, la nuit de préférence. Quand Saturne se rapproche d'un début d'un nouveau cycle de 7 ans, c'est-à-dire lorsqu'il se rapproche d'une des 4 étoiles fixes royales, Aldébaran, puis 7 ans plus tard Régulus, puis 7 ans plus tard Antares, puis 7 ans plus tard Fomalhaut. Bon, voilà, c'est de ça dont on vous parle. Donc le point de départ, c'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'est par exemple de dire, aujourd'hui, par exemple, il se trouve que Saturne est en Sagittaire, il est à peu près conjoint à Antares, et donc à partir de là, vous pouvez calculer 7 ans en avant, 7 ans après, 3 ans et demi en avant, 3 ans et demi après. Vous pouvez baser là-dessus. Il vaut mieux, pour toute la cause, utiliser les éphémérides. Ou même sur le plan, sur l'ordinateur. Il vaut mieux savoir exactement où se trouve Saturne. S'il se trouve en conjonction, c'est-à-dire très proche d'une des 4 étoiles, ou bien s'il se trouve en disjonction, c'est-à-dire au mi-point, en un point médian entre 2 étoiles fixes. Et à ce moment-là, il est en disjonction et il est à mi-chemin, donc il est à 3 ans et demi. Et notre travail sur la sexocyclologie consiste essentiellement à suivre le basculement psychologique, socio-psychologique, psychosociologique, qui se produit lorsque Saturne passe à ce point médian, c'est-à-dire de disjonction, de déconnexion, ou bien quand il parvient à une nouvelle conjonction. Autrement dit, pendant le cycle de Saturne de 28 ans, on aura 8 tranches de 3 ans et demi. Et ces tranches de 3 ans et demi, elles sont constituées donc de 4 phases de 7 ans. Chacune de ces phases de 7 ans était en elle-même divisée en 2, ce qui fait effectivement 3 ans et demi. 8 fois 3 ans et demi. Et le 8 est important dans la tradition astrologique, il y a toute une tradition là-dessus, sur laquelle je ne reviendrai pas ici. Et donc, ce qu'il faut comprendre simplement, alors il ne s'agit pas de dire que lorsque Saturne transite telle étoile, ça veut dire ceci, quand il transite une des 4 autres étoiles, ça veut dire ça. Non, les 4 étoiles, c'est exactement pareil. Hein, c'est comme, moi je prends toujours l'exemple administratif, voilà, c'est tout, c'est un trimestre, c'est un mois, voilà, voilà, c'est tout. C'est dépouillé de toute symbolique. En revanche, donc, la seule chose, c'est qu'on sait que c'est un nouveau cycle, c'est tout. En revanche, qu'est-ce qu'il va y avoir, quel sera le contenu de ce nouveau cycle? C'est ça qui nous intéresse. Eh bien, c'est tout simplement binaire. C'est A, puis B, puis A, puis B. On est très loin de la luxuriance, des 12 signes zodiacaux, de toutes les planètes, des aspects, machin. Non, c'est A et B. On retrouve d'ailleurs cette simplicité quelque part en astrologie chinoise avec le yin et le yang. Cette dualité, on la retrouve aussi, à mon avis d'ailleurs, dans le récit de la Genèse. Quand on réforme ce récit, c'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'il y a eu 6 jours de la création, puis un jour de repos, moi je dis il y a 3 jours et demi de travail et 3 jours et demi de repos. C'est-à-dire où l'énergie est faible. C'est un peu une forme de processus diurne-nocturne, si vous voulez, mais égal. Donc je m'oppose de manière formidable à l'idée qu'une semaine est faite de 6 jours plus 1, ou que la création s'est faite en 6 jours plus 1. De toute façon, la création ne m'intéresse pas tellement, parce que ce n'est jamais que le calque de la semaine. Donc, on ne va pas débattre avec les évolutionnistes à ce sujet, ce n'est pas du tout mon sujet. Donc, alors, effectivement, on peut aboutir à une forme de nouvelle religion, astrologie astrale, si vous voulez, parce que on peut célébrer tout à fait, à une échelle d'une cité, à l'échelle d'une ville, on peut faire une fête pour célébrer la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes, tous les 7 ans. C'est tout à fait légitime. C'est pas encombrant.
Et on peut également célébrer sur un mode plus ou moins sarcastique, si on veut, peut-être, le passage de Saturne à cette déconnexion qui fait que les énergies dominantes ne sont plus ce qu'elles sont et qu'on passe à une forme d'hibernation. Ce qui veut dire aussi que les chefs ne sont plus là. Ils n'ont plus l'énergie qu'il faut. Et donc on passe d'un état polygamique où quelques hommes dominent et distribuent largement autour d'eux à une foule d'aficionados, qui est la caractéristique de la phase de conjonction, à une période où il n'y a plus de chefs et où il n'y a plus que des petits chefs. Et là, on passe de la polygamie à la monogamie, c'est-à-dire que chaque homme se voit doté d'une femme, alors qu'avant, dans la phase polygamique, il y avait quelques hommes entourés de toute une cour de femmes et d'autres hommes qui se trouvaient sans femmes. Non, ce n'est pas une plaisanterie, c'est même pas une image, c'est la réalité sociale. Donc là, on est en plein dans la réalité sociale. On est en plein dans la vie du couple, dans la dynamique du couple, et c'est important. Mais cette dynamique du couple, contrairement à ce qu'on peut croire, elle n'est pas réservée à la question du couple monogamique. Elle a une valeur sociale beaucoup plus large. C'est la valeur polygamique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un individu peut faire à lui tout seul pour féconder toute une société, tout un groupe, toute une population, toute une époque par sa seule énergie. C'est ça le véritable enjeu. Et ceux qui y sont parvenus, ce sont des héros dont on garde la mémoire, parce qu'ils ont nourri la société, ils ont nourri l'humanité. On est donc dans le rapport entre le un et le collectif. En revanche, en phase de déconnexion, on est dans un rapport beaucoup plus bourgeois, si on peut dire, beaucoup plus en phase avec nos valeurs d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Un homme pour une femme, voilà. Et puis pas de chef, simplement des institutions, voilà, ou alors un dieu très lointain, mais pas le mal dominant. Bon, si vous voulez, la sexocyclologie, ça se réduit à peu près à ces quelques formules que je viens de vous signaler. C'est donc pas très compliqué. Ça veut dire que tout psychologue, tout praticien, et même tout astrologue traditionnel, peut s'initier en peu de temps à la sexocyclologie et il peut de sa sorte acquérir des fondements beaucoup plus solides, qu'il s'agisse d'ailleurs des psychologues ou qu'il s'agisse des ministres de la religion, n'est-ce pas? Des pasteurs, des prêtres, des rabbins. Car il est absolument essentiel, ou des juristes, parce que beaucoup de choses, finalement, la religion, c'est au départ le droit. Et même la sexocyclologie, c'est au départ le droit. Pourquoi? Parce que il s'agit, c'est pas quelque chose qui est né comme ça. Je vais maintenant parler des origines de la sexocyclologie. Je ne parle pas de l'origine de la discipline, je parle de l'origine du phénomène que nous étudions dans cette discipline. Eh bien évidemment, au départ, il s'agit d'une convention. Voilà, on décide que nos sociétés fonctionneront comme cela. Ça vous paraît bizarre qu'on puisse décider cela, mais à des nombreuses, on peut citer le cas des stoïciens, dont la philosophie était de conformer notre comportement à celui du cosmos. Donc l'idée de prendre le cosmos, d'en tirer quelques enseignements pour organiser et structurer notre société, n'a rien d'aberrant. Et c'est beaucoup moins aberrant que de dire comme les astrologues, qu'on a observé des influences, qu'on a noté ce qu'elles signifiaient, alors qu'en fin de compte, ils sont absolument incapables de faire des statistiques aujourd'hui pour prouver quoi que ce soit. Donc nos ancêtres, il y a des millénaires, auraient fait des statistiques pour vérifier que telle planète avait telle influence, et aujourd'hui, ils en sont incapables. Bon, non, ça a été fixé comme ça. Il y a des travaux qui ont d'ailleurs été intéressants, de Michel Gauquelin, il y a 60 ans, 61 ans. Il s'agit simplement de se servir de certains repères astronomiques, mais pas toute l'astronomie. L'astrologie, ce n'est pas l'utilisation de tout ce qui traîne en astronomie. Tout ce qui est astronomique n'est pas hors au regard de l'astrologie, pas du tout.
L'astrologie, elle est là pour voir ce qui peut servir dans le domaine de l'astronomie pour organiser la cité. Elle n'a pas besoin de plus que cela. C'est pour ça que ces astrologues qui aujourd'hui veulent rajouter des choses, ils sont complètement dans l'erreur. D'ailleurs, les 10 commandements disent ne rajoutez pas, n'empruntez pas. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de prendre uniquement ce qui peut servir à l'organisation de la cité et à la détermination des fonctions au sein de la cité. Alors, à ce propos, je vais basculer sur un autre thème, toujours bien sûr dans le cadre de la sexopsychologie, c'est-à-dire la question des hommes et des femmes. Parce que l'astrologie, si vous voulez, prétend faire abstraction du fait qu'on est un homme ou une femme. Elle n'a aucun discours là-dessus. Vous n'avez qu'à lire les bouquins traités d'astrologie. Il n'y a rien sur la définition des hommes et des femmes, parce que ça n'est pas leur domaine, soi-disant. Puisque pour eux, l'astrologie n'est pas une sexologie. Ils ont décidé qu'il n'y avait rien à voir entre les deux. Alors bien entendu, ils vous rencontreront qu'il y a Mars, Vénus, qu'il y a des signes masculins, mais ça c'est du pipeau, on sait très bien. Ou qu'il faut interpréter le thème différemment. Mais ça c'est... Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'ancrer la cyclologie sur une réflexion et une étude approfondie de la psyché masculine et de la psyché féminine. Il ne s'agit pas de puiser dans l'astrologie quelques valeurs symboliques, des divinités, des déesses, des dieux, etc. Non, c'est pas ça dont il s'agit. Et les astrologues ne veulent pas, en réalité, entendre parler de la sexologie parce qu'ils veulent la remplacer, justement, pour des raisons qui sont liées à des problématiques psychiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et donc, finalement, ils ne préfèrent parler des signes zodiacaux, des types planétaires, etc., que de parler tout simplement de la dualité masculin-féminin. Comme quoi, voyez-vous, hein, on préfère le compliqué au simple. Comme on dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein, évidemment. Bon. Donc, voilà comment ça se passe. Et donc, les astrologues vont vous faire des études psychologiques, astropsychologiques, de votre comportement, votre mentalité, etc., à partir du thème astral. Alors que ils n'ont même pas les fondements psychologiques de base qui sont qu'est-ce que c'est que le comportement féminin et qu'est-ce que c'est que le comportement masculin. Et ce n'est qu'à partir de... S'ils n'ont pas cet élément-là, ils sont en lévitation. Hein. Il est évident qu'il faut déjà définir ce que c'est que le masculin et le féminin pour pouvoir comprendre une personne et pour pouvoir comprendre comment elle va vivre le cycle. Puisque ce cycle de 7 ans, il distribue des rôles totalement différents entre les hommes et les femmes. On l'a vu tout à l'heure, je le répète. Les femmes accourent vers l'homme, le mâle dominant, en phase fonctionnelle, et en revanche, elles se contentent d'un mâle moyen, si on peut dire, ou qui est devenu moyen parce qu'il a perdu de sa superbe, il a perdu son énergie avec la disjonction, et à ce moment-là, on forme des couples bourgeois, voilà, familiaux, etc. Voilà. En gros, voilà le grand panorama de cette sexo-cyclologie, ou cette cyclo-sexologie, si ça vous fait plaisir, SC ou CS. Voilà de quoi il s'agit, ni plus ni moins. Donc ça s'apprend vite, il n'y a pas besoin d'années d'études comme prétendent les astrologues, il n'y a pas besoin de se ruiner à suivre des cours, c'est pas nécessaire. Cette astrologie, cette sexo-astrologie, cette sexo-psychologie, elle peut s'appliquer très rapidement. On peut même mettre à votre disposition par la suite des logiciels qui vous permettent de savoir exactement où se trouve Saturne par rapport aux étoiles fixes, etc. Ça peut être sur votre ordinateur, sur votre portable, etc. C'est pas un problème. Et à ce moment-là, vous avez cette information qui vous permet, si vous êtes praticien, de revenir en arrière sur d'autres périodes, dire tiens, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Voyons un peu, étudions un peu ce qui s'est passé la dernière phase disjonctionnelle ou la dernière phase conjonctionnelle, il y a 7 ans, il y a 15 ans, etc. Et puis également, éventuellement, envisager l'évolution des choses dans les années qui viennent, c'est tout à fait possible aussi. Et je terminerai sur ce point, l'astrologie, elle est une sagesse, c'est-à-dire elle faut garder raison. Ça veut dire quoi? Raison garder. Ça veut dire qu'on ne va pas s'embarquer
ni dans des prophéties, ni dans une excitation sur les événements qui se produisent, etc. L'astrologie, elle est là pour calmer le jeu et non pas pour crier avec les loups. Et c'est parce que justement on se sert de planètes, de tout un ensemble de planètes lentes qui se réunissent relativement rarement, que les astrologues ont tendance à surévaluer l'importance d'un événement. Ils sont pris dans une sorte de spirale de l'exagération des événements du fait qu'ils utilisent des planètes lentes, alors qu'avec l'astrologie de la cyclologie, nous avons un cycle de 7 ans qui revient depuis des millénaires et globalement, il n'y a pas de changement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de changement, mais l'astrologie n'est pas responsable de ces changements. Il est possible qu'on puisse expliquer certains basculements par la sexocyclologie, bien sûr, mais elle n'est pas là pour nous dire si un événement sera important ou pas. Elle n'est pas là pour nous dire que demain sera différent d'aujourd'hui. Elle n'est pas là pour nous annoncer de nouvelles ères, comme l'ère du Verseau. C'est une fumisterie. Elle n'est pas là pour nous annoncer des révolutions ou des transformations. Il y a une structure qui est toujours la même. Bon, il peut se produire qu'à certains moments, il se passe certains événements. Ou pas. Ou pas. De même que quand il fait nuit, eh bien, il peut se passer des choses ou pas. Etc. etc. Donc, l'astrologie, elle fait partie beaucoup plus du champ de la sociologie que du champ de l'histoire. Puisqu'elle réduit tout le romantisme, tout le chaos historique à des équations extrêmement simples qui ne bougent pas depuis des millénaires, qui ne bougeront probablement pas dans les prochains siècles. Donc elle n'est pas du tout fait pour les exciter, la sexologie. C'est pas du tout son but, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous, donc on est en train de nettoyer toute cette astrologie baroque, cette espèce de... On est un peu dans une forme de protestantisme, je dirais, quelque part. On est pour une certaine austérité. Donc moi, je suis un peu dans la position d'un Luther ou d'un Calvin, pour parler français, face aux excès, au délire de la hiérarchie romaine, etc. Donc finalement, c'est là qu'il y a le grand clivage, et on peut dire que la sexocyclologie est une réforme au plein sens du terme.